C'est une œuvre qui prend aux tripes, qui laisse une cicatrice d'une brutalité inouïe. Absolument. Que ce soit en livre audio ou en format papier, l'immersion dans cette histoire est totale. L'amie prodigieuse, d'Elena Ferrante. Cette plongée, c'est vraiment une lutte viscérale pour la survie humaine, sociale et intellectuelle. Volcanique. Et au centre de tout, il y a la brillante, insaisissable et redoutable Lila, vue à travers les yeux de son ami le nu. On est jeté en pleine action. Deux petites filles terrifiées qui montent des escaliers sombres, le cœur battant, pour affronter l'ogre du quartier, le mafieux Don Achille. Le grand paradoxe, c'est cette amitié fusionnelle qui cache en réalité une véritable guerre de tranchées, où s'élever signifie souvent rabaisser l'autre. C'est une véritable folie quand on y réfléchit. Les enjeux sont mortels. Dans ce quartier de Naples, rester ignorant est une condamnation. Le savoir est le seul ticket de sortie. D'accord, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, notre mission est de comprendre la mécanique de cette amitié destructrice. Et surtout de voir comment elle sert de miroir à une société tout entière, en pleine mutation. Exactement. Pour commencer, il faut absolument effacer l'image d'Épinal de l'Italie. Ah oui, complètement. Oubliez la Naples des cartes postales. Pas de soleil éclatant sur la mer tranquille, ni de petites chansons romantiques. Pas du tout. L'arène où se déroule cette histoire, c'est le Rione Lusati. Et dans les années 50, ce quartier est un véritable gouffre en fait. C'est un microcosme en périphérie totalement étouffant. Encerclé par la pauvreté. Et régenté d'une main de fer par la violence. C'est un point de départ crucial, parce que le Rione n'est pas juste un décor. C'est une entité vivante, presque un manistre qui avale ses propres habitants. On est dans le sud de l'Italie d'après-guerre, laissé en ruine. Voilà. L'État y est totalement absent. Et quand l'État est absent, quelqu'un d'autre prend la place. La Camorra. Exactement. Il y a d'abord la figure cauchemardesque de Don Achille qui contrôle le marché noir. Puis la nouvelle génération arrive. Les frères Solara. Marcelo et Michel. Ils paradent, gèrent les affaires véreuses et imposent leurs lois au vu et au su de tous. L'atmosphère est d'une lourdeur insoutenable. C'est chargé d'une tension qui menace d'exploser à chaque instant. Il y a d'ailleurs une scène au début du récit qui résume parfaitement cette cocotte minute, la nuit du Nouvel An. Ce qui devrait être une célébration joyeuse se transforme en une véritable zone de guerre sur les toiles. Les habitants se lancent dans une bataille de feux d'artifice qui dégénère complètement. C'est censé être la fête, mais on se croirait dans un film d'action hollywoodien. Où tout le budget des effets spéciaux est passé dans la testostérone du quartier. C'est exactement ça. D'un côté, on a les frères Solara qui tirent des fusées lumineuses, majestueuses, pour afficher leur domination territoriale. Et de l'autre, les pères de Lenu et Lila qui tentent de riposter avec des pétards minables pour défendre leur honneur. Le ciel s'embrase, la fumée pique les yeux, et ça se termine par de vrais coups de feu. Tirés à balles réelles. La violence n'est pas une anomalie ici, c'est le langage principal. Ce qui nous amène à un point absolument central. Oui, parce que la violence physique n'est que la surface. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir que la véritable guerre se joue dans les mots. La tension sociale et intime est littéralement incrustée dans le vocabulaire. Le dialecte napolitain, tel qu'il est parlé dans ce quartier, est brut, vulgaire, agressif. C'est la langue des insultes fulgurantes, des coups qui partent, de la soumission. Le dialecte ancre les personnages dans leur misère. Prenons la mère de Lenu, par exemple. Elle s'exprime dans un dialecte haché. Bourré de fautes. Sa langue est aussi tordue et amère que son propre corps. Le dialecte, en fait, c'est la résignation. Mais à l'opposé de cette boue linguistique, il y a l'italien standard. L'italien appris à l'école primaire. Ce qui veut dire que pour Lenu, parler italien, c'est littéralement enfiler une armure pour se protéger du quartier. C'est une arme. Une armure et un pont vers l'extérieur. L'italien représente l'ordre intellectuel, la logique, l'émancipation. C'est la langue de Maestra Oliviero, leur institutrice. Une autorité bienveillante mais hyper exigeante. L'italien, c'est la langue du miracle, qui existe au-delà des frontières de ce microcosme. Maîtriser l'italien, c'est posséder le seul outil capable de briser le déterminisme social. C'est refuser de rester piégé. Et c'est un concept universel finalement, devoir modifier sa façon de parler pour s'élever socialement. Le fameux code switching, on change d'intonation selon qu'on se trouve dans la rue ou dans un bureau. Mais pour ces petites filles, l'enjeu n'est pas juste de faire bonne impression. Non, c'est une question de survie psychologique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette volonté d'échapper au dialecte va forcer nos deux héroïnes à prendre des chemins radicalement opposés. Et cette rupture est d'une violence inouïe. Il faut bien comprendre la dynamique de départ. Lila, c'est le génie absolu. Dès l'école primaire, elle apprend à lire toute seule. Elle terrorise presque les garçons par sa brillance. Enfant, elle écrit de ses propres mains un petit roman, La Fée bleue. Ce carnet cousu de fils, c'est la preuve tangible de sa supériorité. Mais Lorion déteste ceux qui dépassent.
Quand vient le moment crucial de passer au collège, la réalité poisseuse du quartier rattrape Lila. Son père, le cordonnier, refuse catégoriquement. Pour lui, payer des études à sa fille, c'est une insulte à sa propre condition. Et le point de bascule est physique. Lila insiste avec son arrogance habituelle. Et là, son père entre dans une rage aveugle et la jette littéralement par la fenêtre. Elle atterrit sur le trottoir, le bras cassé. C'est une scène fondatrice. Ce vol plané, c'est la fin abrupte et définitive de son avenir intellectuel officiel. Ses ailes sont coupées par la brutalité patriarcale. Et pendant ce temps, Lénu, qui n'a pourtant pas l'étincelle de génie de Lila, s'acharne. Grâce au soutien de l'institutrice, qui bouscule ses parents, Lénu continue l'école. Elle franchit les limites du quartier. Elle prend le train, elle voit la mer, elle apprend le latin, puis le grec. L'écart se creuse de jour en jour. Et cette dynamique toxique entre elles, c'est un sentiment tellement universel. Ce moment malaisant où l'on jalouse secrètement la réussite d'un ami d'enfance. Parce que son succès renvoie nos propres limites. Lénu a le privilège de l'éducation, mais elle se sent toujours inférieure à Lila. Elle a l'impression d'être une usurpatrice, en fait. Si on relie cela à une perspective plus large, on assiste à la mise en place de deux stratégies de survie opposées. Lénu utilise l'éducation institutionnelle pour fuir physiquement. Ses livres sont son passeport. Mais Lila est bloquée. Sauf que son esprit brillant ne disparaît pas à cause d'un bras cassé. L'intelligence ne s'évapore pas. Elle mute. Puisqu'elle ne peut pas conquérir le monde par les diplômes, elle décide de conquérir son environnement de l'intérieur. Et elle devient une stratège hors pair, presque effrayante pour son âge. Puisqu'on lui refuse les mots, elle va utiliser la matière. Elle se met à dessiner. Avec son frère aîné, elle conçoit en secret une paire de chaussures pour hommes. Mais pas de simples souliers de quartier. Des chaussures de luxe, modernes. C'est la matérialisation de son esprit créatif, son nouveau ticket de sortie économique. Les chaussures remplacent le petit roman de la Fée bleue. C'est sa nouvelle œuvre d'art. Mais pour imposer cette vision, il lui faut du pouvoir. Et dans le rayonné des années 50, le pouvoir pour une femme S'acquiert par le mariage. Lila attire l'attention de Marcello Solara, le mafieux, arrogant. Il veut l'épouser, il la courtise lourdement. Il offre même une télévision à sa famille pour acheter leur loyauté. La fameuse télévision tube. Le cheval de Troie parfait. Exactement. Il s'infiltre dans le foyer. Et pour échapper à cette emprise mafieuse qui la dégoûte, Lila organise une contre-attaque magistrale. Elle utilise Stefano Carracci, le fils de l'ancien ogre assassiné. Stefano dirige l'épicerie familiale, il gagne très bien sa vie et il déteste les Solara. Lila voit en lui le bouclier parfait. Elle manipule les alliances, précipite les fiançailles et se sert de l'argent de Stefano pour financer ses chaussures. C'est une partie d'échecs jouée par une adolescente dont toutes les portes ont été fermées. C'est fascinant de voir comment le monde autour d'elle sert de caisse de résonance à cette lutte, parce qu'au même moment, le Rionnais tout entier commence à muter. On assiste à l'arrivée tonitruante de la modernité. Les bruits changent. Le vacarme des asphalteuses qui recouvrent la terre poussiéreuse de goudron tout neuf. Les vieux arbres sont abattus. L'espoir semble soudain inonder les rues. C'est l'apparition de l'électroménager, les belles voitures décapotables. Comme la Fiat que conduit Stefano Carracci. Nous sommes à l'aube du fameux miracle économique italien. Le pays passe d'une économie en ruine à une frénésie de consommation. Et cette illusion de prospérité s'infiltre jusque dans les bas-fonds de Naples. Il y a cette croyance naïve que l'argent nouveau va tout laver, que les belles vitrines vont effacer la misère noire et la violence du passé. Mais c'est une immense supercherie. C'est un simple ravalement de façade. On nettoie les murs, mais les fondations sont toujours aussi pourries. C'est le cœur du drame sociétal du récit. Stefano Carracci veut sincèrement prouver qu'il est différent de son père. Il veut jouer à l'entrepreneur moderne, honnête. Mais l'argent qui finance cette belle expansion, C'est l'argent de l'usure, du marché noir, c'est de l'argent sale, gorgé du sang des habitants du quartier. l'emprise de la mafia ne disparaît absolument pas sous le goudron frais. La Camorra s'adapte au capitalisme naissant. Les frères Solara ouvrent un bar luxueux, s'habillent sur mesure et s'enrichissent encore plus vite. La modernité donne simplement un costume respectable à la gangrène. Et Lila tombe en plein dans ce piège. Elle est persuadée de maîtriser les règles du jeu. Elle pense qu'en épousant Stefano, elle va nettoyer l'argent de la famille par l'artisanat de luxe. Elle croit dompter le monstre, ce qui nous amène inévitablement au grand point de rupture de cette histoire. Une séquence d'une tension narrative magistrale. Le banquet de mariage de Lila. La scène est inoubliable. C'est censé être l'apothéose. L'événement est grandiose, outrancier même.
Tout le quartier est rassemblé dans un grand restaurant. Les tables débordent de nourriture. Les invités sont habillés de leurs plus beaux atouts, transpirant dans des costumes trop chauds. Et au milieu de ce chaos joyeux, Lila rayonne. Elle n'a que 16 ans. Elle porte une robe splendide. Elle est éblouissante. C'est son triomphe. Elle regarde cette salle. Elle se dit qu'elle a gagné. Elle a échappé au destin de sa mère. Elle a humilié Marcello Solara en rejetant sa demande en mariage. Elle s'est élevée. Elle a vaincu le quartier. Sauf que, au beau milieu de la réception, alors que le gâteau va être servi, la température de la salle chute brutalement. La porte s'ouvre. Et qui franchit le seuil? Marcello. Le mafieux est conduit, entre dans le restaurant avec un sourire narquois, invité à la dernière minute. C'est déjà une insulte terrible pour Lila. Mais le coup de grâce ne vient pas du visage de Marcello. Non, le coup de grâce se trouve à ses pieds. Le regard de Lila se baisse et elle réalise avec une horreur glaciale que Marcello porte les chaussures. La paire unique, les prototypes originaux qu'elle avait dessinés et choyés de ses propres mains avec son frère. C'est un moment d'une cruauté indicible. Comment ces chaussures se retrouvent-elles sur les pieds de l'homme qu'elle hait le plus au monde? C'est la trahison absolue. Stefano, son nouveau mari, l'a trahi pour sauver ses affaires. Il a secrètement passé un accord avec les frères Solara. Ces chaussures. C'est le capitalisme et la mafia qui absorbent l'art et l'émancipation en Anna. Lila pensait créer une arme pour s'échapper, et le système a littéralement racheté sa rébellion pour la chausser aux pieds de son oppresseur. Le piège vient de se refermer sur Lila avec un claquement assourdissant. L'illusion du mariage salvateur s'effondre en quelques secondes. Elle est vendue le jour même de ses noces. C'est un cliffhanger monumental. À l'intérieur, Lila vient de comprendre qu'elle est entrée dans une nouvelle prison encore plus dorée et perfide. Et c'est exactement là que se trouve l'urgence absolue de lire ou d'écouter cette œuvre magistrale. Car cette trahison n'est que la fin du commencement. Il faut impérativement s'y plonger pour découvrir comment Lénu et Lila vont s'affronter, s'aimer, se trahir et lutter contre ce quartier au cours des 60 prochaines années. Tout à fait, mais avant de clore cette exploration, cela soulève un dernier mystère profondément troublant qu'il faut absolument garder à l'esprit pour ceux qui écoutent. Lequel ? Le récit est signé Elena Ferrante. Pourtant, aujourd'hui encore, personne au monde ne sait avec certitude qui se cache derrière ce nom. C'est l'un des pseudonymes les plus farouchement gardés de la littérature. Le contraste est total quand on y pense. Un paradoxe vertigineux. Ce récit dissèque la lutte acharnée de femmes qui se battent jusqu'au sang, pour exister, pour sortir de l'anonymat de la pauvreté. Elles veulent laisser une trace. Mais l'auteur, elle, a fait le choix délibéré de s'effacer totalement de l'espace public. Pas d'interview, pas de photos, pas de dédicaces, rien. Se pourrait-il que cet effacement volontaire de son identité soit la preuve ultime d'un contrôle absolu? C'est une perspective fascinante. Dans notre société obsédée par l'image et la course à la visibilité, le véritable pouvoir appartiendrait-il à celui ou celle qui refuse le jeu, accepter de devenir un fantôme pour laisser son œuvre dominer le monde? C'est peut-être ça, la victoire finale sur le système. Une question vertigineuse à méditer. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.